Charles Feld, bonjour. Vous êtes responsable, directeur du département énergie, transport, environnement du cabinet Grayling. Dites-nous ce que c'est le cabinet Grayling. Oui, tout à fait. Bonjour David. Alors, le cabinet Grayling, c'est un cabinet d'affaires publiques qui propose une approche intégrée, donc à la fois des affaires publiques, c'est-à-dire de l'influence, ce qu'on appelle du lobbying, et des relations publiques, c'est-à-dire de la communication, corporate notamment, pour nos clients. C'est un réseau d'agences. Moi, je travaille dans l'agence de Bruxelles. D'accord, et vous travaillez dans l'agence de Bruxelles. C'est une jolie ville, Bruxelles, mais c'est pas seulement parce qu'elle est jolie que vous y êtes, parce que vous agissez en tant que lobbyiste. On peut employer ce terme, hein, il n'est pas péjoratif. Non, c'est pas un gros mot à Bruxelles. Voilà. Vous exercez cette activité de lobbying auprès des instances européennes et donc notamment à Bruxelles, bien entendu. Oui, tout à fait. Donc Bruxelles, capitale de l'Europe, évidemment, beaucoup de choses se passent et beaucoup de choses se décident à Bruxelles. Et donc pour des clients comme GBTA, qui représentent les voyages d'affaires, on s'assure d'être leurs yeux et leurs oreilles dans la bulle européenne pour les tenir informés et puis pour promouvoir leurs intérêts. Oui, voilà, vous parlez de GBTA, c'est évidemment ce qui justifie votre présence sur le plateau d'Eventis Media Group et de Déplacement Pro en particulier, c'est que vous êtes en fait le cabinet de lobbying qui représente, j'allais dire les intérêts de GBTA, les intérêts des causes, vaudrait-il peut-être mieux dire, que GBTA entend défendre. Vous avez eu du boulot là ces derniers temps. Je pense que la pandémie pour vous n'a pas signifié une baisse d'activité, j'imagine. Non, David, au contraire. Évidemment, ça a été très dense. Donc, comme vous le disiez, pour GBTA, on met notre expertise au service de l'organisation. C'est une organisation qui évidemment a du poids, qui a 9000 membres, 1,3 trilliard de dollars de chiffre d'affaires, donc elle compte. Et donc il a fallu, dans le cadre de la crise sanitaire, faire comprendre aux décideurs publics qu'il fallait faciliter la reprise de l'activité dans les voyages d'affaires. Qu'il fallait viser une harmonisation des procédures sanitaires, d'abord au sein de l'Europe et puis ensuite avec les États tiers, qu'il fallait au fond offrir de la visibilité aux opérateurs de voyages d'affaires et à tous leurs partenaires. Et donc évidemment ça nous a beaucoup occupé. On a eu des bonnes nouvelles récemment, puisque au mois de juillet a été lancé le certificat digital Covid. Récemment, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient rouvrir leurs frontières pour les voyageurs européens au début du mois de novembre. Donc ça, c'est deux succès majeurs. Et je pense que voilà, GBTA et Grayling, à leur mesure, y ont contribué. Oui, certainement. Mais alors, ils y ont contribué comment? Et là, en fait, je profite de votre présence, Charles, pour vous poser ce type de question vraiment très opérationnelle qui va consister, j'aimerais que vous me répondiez sur votre quotidien. Oui. Parce que le lobbying, tout le monde sait ce que c'est, conceptuellement. Mais comment ça se passe? Comment vous faites, j'ai envie de dire pression, parce que c'est quand même un des synonymes de lobby, c'est groupe de pression. Donc, comment faites-vous pression sur des élus, sur des représentants, sur des officiels, pour faire passer vos idées, en l'occurrence celles de GBTA? Alors, ça c'est une très bonne question. Et avant de vous répondre de façon très pratique, j'aimerais peut-être rappeler que le lobbying à Bruxelles, c'est pas un gros mot. Et qu'au fond, c'est pas tant perçu comme un moyen de pression, mais plutôt comme un moyen d'éclairer les décideurs publics. D'information ? Voilà, exactement. D'information, de sensibilisation, tout simplement parce que les enjeux sont tellement massifs, surtout quand on traite d'un marché à 27, que les institutions, en particulier la Commission européenne, puisque c'est elle qui fait les propositions de directives et de règlements, a besoin de cette information en amont, de cet éclairage, pour comprendre les implications des décisions qui vont être prises. C'est pareil avec les autres institutions, le Parlement européen, puis le Conseil qui représente les États. Donc très concrètement, comment est-ce que Grayling intervient? Ce qu'on fait nous d'abord, c'est essayer de comprendre quels sont les enjeux de nos clients, et puis les traduire en langage bruxellois, en langage européen. Quelles sont les implications? Donc il y a un peu de stratégie, un peu de conceptualisation, développer des messages clés, faire évidemment de la cartographie pour identifier les bons interlocuteurs dans les institutions européennes, les personnes au fond qu'on va solliciter pour des rendez-vous, à qui on va envoyer des notes de position,
aussi quand on répond aux consultations publiques, c'est le même genre de document. Et puis ensuite, on organise les rendez-vous à proprement parler entre les responsables de GBTA et ces personnes-là, pour qu'elles puissent de visu, ou récemment plutôt en ligne, faire passer ces messages, expliquer l'impact de la réglementation et on va dire influencer favorablement ces différentes lois. J'aimerais bien mettre les mains encore plus dans le moteur. Ces personnes-là, comment vous les identifiez? J'imagine qu'il y a des choses qui sont évidentes. Si on veut parler de transport, on va identifier très facilement les gens qui tournent, le commissaire européen chargé de ces questions-là, ou son cabinet, les gens qui tournent autour de lui. Mais est-ce qu'il y a, donc ça, on comprend bien, mais est-ce qu'il y a des gens, ça peut être des gens de la Commission, mais j'imagine des gens également du Parlement, des députés ou le cabinet d'un député. Est-ce qu'il y a des gens dont vous savez qu'ils sont particulièrement sensibles à telle ou telle question et qu'ils seraient bons, soit parce qu'ils sont ressentis comme des possibles soutiens, soit au contraire parce qu'il faut les convaincre, parce que vous savez qu'ils sont contre vous? Comment vous identifiez ça? Comment ça se passe? Alors ça c'est vraiment notre quotidien et c'est un travail de longue haleine en fait. Il y a un autre service qu'on fournit à GBTA que je n'ai pas mentionné qui est au fond la veille institutionnelle, la veille législative, réglementaire, et puis l'intelligence politique et économique. Et donc ce travail de longue haleine, il permet sur la durée d'identifier les interlocuteurs clés. Évidemment, il y a ce qui est public, donc on sait le commissaire au transport, le commissaire au commerce, enfin voilà, ça c'est des gens qui sont bien identifiés. Au sein de leur cabinet, c'est pareil, les prérogatives sont bien réparties entre les experts, donc voilà, on les sollicite, là il n'y a pas de souci. Là où ça se complique un petit peu, c'est au sein du Parlement européen, par exemple, parce que les dossiers arrivent un petit peu plus tard, généralement, et ce qu'il faut faire, c'est identifier les parlementaires qui ont soit une appétence ou un intérêt particulier pour ces sujets-là, qui sont influents, donc les présidents de commission ou les coordinateurs ou les rapporteurs sur des textes qui touchent directement des clients comme GBTA, et puis rentrer en contact avec eux. On a des outils un petit peu innovants pour scanner l'horizon politique à Bruxelles, notamment un qui s'appelle Linkfluence, qui nous permet de faire une veille sur les réseaux sociaux. Vous savez, beaucoup de choses se passent à Bruxelles, sur Twitter notamment. Et donc en faisant cette veille aussi sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu ce que c'est que la conversation, les interactions, et puis les personnes qui se positionnent publiquement pour ou contre GBTA. En fonction, on les approche, on ne fait pas passer les mêmes messages, mais vous avez aussi sous-entendu quelque chose de très important, c'est que même les adversaires de clients comme GBTA, il faut leur parler. On ne peut pas se permettre d'être dans un conflit ouvert avec ces gens-là, que ce soit des ONG ou d'autres. Donc il faut essayer d'avoir une approche collaborative et Grayling aide aussi à cette approche collaborative, à construire des ponts, à faire passer les bons messages pour montrer qu'au fond il y a un intérêt commun et peut-être qu'on en parlera, notamment en matière de développement durable. Alors, si vous voulez bien, on va revenir plus concrètement à l'action que vous menez pour GBTA auprès des instances européennes. Vous avez déjà commencé à évoquer les sujets autour de la réouverture, de la reprise du voyage dans les frontières de l'Europe dans ce contexte pandémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'imaginez, ça a été un défi très important au moment où la crise sanitaire s'est déclenchée, puisque tout a été mis à l'arrêt. Évidemment, les voyages d'affaires au sein de l'Union européenne et puis avec les États limitrophes ou les États tiers, notamment les États-Unis, ont été arrêtés. Tout se faisait en ligne, c'était le télétravail pour tout le monde, il n'y avait plus de rencontres physiques, qui de mon point de vue n'est pas forcément une bonne chose. Donc, il a fallu convaincre les institutions européennes, la Commission d'abord d'avoir une approche coordonnée sur des choses qui peuvent paraître un peu périphériques, comme la politique de vaccins. Mais ça a des impacts très concrets sur le voyage d'affaires, évidemment. Donc, quand la Commission européenne a décidé d'agir comme une centrale d'achat, de commander des vaccins pour tous les États puis de les répartir, c'est plutôt une bonne chose pour les voyages d'affaires. Donc nous, on soutient ce genre de démarche et on l'a fait à l'époque. Aujourd'hui, on a 70% de vaccinés en Europe, on voit que ça reprend et que le voyage n'est plus un facteur aggravant pour la transmission du virus. Donc tout ça a été plutôt bien pensé. Sur le voyage d'affaires lui-même, on a aussi agi auprès du Conseil, c'est-à-dire des États. Pourquoi ? Parce que la politique sanitaire, c'est une compétence nationale. Et donc ça a créé des difficultés. On est à Bruxelles, mais il faut parler à Paris, à Berlin, à Stockholm et à d'autres. Et donc il a fallu les convaincre à travers des recommandations qui ont été faites au Conseil, qui rassemblent les États, pour aller vers un haut degré d'harmonisation en fait, des politiques sanitaires et des règles de quarantaine, de tests, qui ont abouti aussi à une première étape au mois de juillet, comme je le disais,
c'est ce fameux pass sanitaire digital qui est harmonisé partout en Europe. Où qu'on aille, on l'utilise, il est reconnu. L'enjeu aujourd'hui, et on continue à faire ce travail, c'est d'harmoniser les politiques de quarantaine et de test. Et ça, c'est pas encore gagné. Les États ont des approches un peu différentes. Et puis, il y a des difficultés supplémentaires qui ont été créées avec des États très proches comme le Royaume-Uni, liés au Brexit. Donc, on continue à suivre ça de très près. Alors, cette crise sanitaire, à toute chose malheur est bon, elle aurait pu être l'occasion pour un certain nombre d'instances supranationales de se mettre en avant, puisque là, bien entendu, c'est forcément le supranational qui compte dans une pandémie. L'OMS a été désavouée par certains, les États-Unis s'en sont retirés, je crois, et l'Europe a déçu. L'Europe a déçu jusqu'au mois de juin. Est-ce que vous pensez que ce certificat européen, ça a été sa séance de rattrapage à l'Europe et que l'examen a été passé finalement? Alors oui, alors moi je suis évidemment très europhile, donc je suis plutôt tolérant, on va dire, vis-à-vis de l'Union européenne. Tout n'est pas parfait, mais il a fallu dans l'urgence bricoler quelque chose, notamment sur les questions sanitaires, qui avaient des impacts énormes sur plein de secteurs d'activité, dont le voyage d'affaires. Et je trouve que l'Europe s'en est pas si mal tirée. Évidemment, ça a été un peu balbutiant au départ, il y a eu des hicks. Mais finalement, sur la distribution des vaccins, aujourd'hui, on voit que ça a plutôt bien fonctionné. Et sur l'harmonisation des pratiques en matière de franchissement des frontières pour rétablir un semblant de libre circulation, c'était une des libertés fondamentales en Europe, ça a plutôt bien marché aussi. Donc on voit aujourd'hui dans l'UE que, évidemment, la reprise est là. Dans la plupart des pays, il y en a au moins la moitié qui vont retrouver leur niveau de croissance d'avant la crise, et puis les autres, ça sera l'année prochaine. Donc on revient progressivement à une forme de normalité, et ça a posé des questions fondamentales sur le rôle de l'Europe, en fait. Donc ça a peut-être été un accélérateur, vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise en Europe, on dit que c'est aussi une opportunité. Et bien là, dans le domaine de la santé, ça a été exactement ça, et peut-être que demain, l'Europe aura plus de compétences dans le domaine de la santé. Une question, je reviens un petit peu à... Je remets de nouveau mes mains dans le cambouis. Les positions que vous avez défendues, par exemple, au moment de cette crise, ce sont des positions qui sont défendues par tout un tas d'autres acteurs. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec une compagnie aérienne, une organisation, une association professionnelle Oui, alors oui, tout à fait. Et c'est en lien avec ce que je mentionnais tout à l'heure sur l'approche collaborative. À Bruxelles, on ne peut pas y arriver seul. Donc pour GBTA, évidemment, on a essayé de faire les choses conjointement avec les associations professionnelles du secteur de l'aviation, des aéroports, et puis le secteur de l'hébergement aussi, qui est directement concerné par le voyage d'affaires. Donc tout ça, c'est des partenaires au quotidien pour GBTA, avec qui on travaille étroitement pour avoir une convergence en fait dans les messages. Parce que c'est comme ça que ça marche. Plus on martèle et plus on dit la même chose aux institutions européennes, plus c'est écouté et entendu. Donc ça, on essaie de le faire encore aujourd'hui sur d'autres sujets. On a beaucoup parlé du Covid, mais sur les questions de développement durable, tout le monde a intérêt, y compris ses partenaires, à avoir une approche coordonnée. Alors c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas que le Covid, même s'il a tendance un petit peu à phagocyter nos conversations, parce que c'est un élément tellement traumatisant. Il y a eu le Brexit aussi, voilà. Alors là, pareil, je parle bien entendu de votre action pour GBTA. Quel a été le message que vous avez porté auprès des instances européennes? Alors, le Brexit, c'est forcément très compliqué pour plein de raisons. Mais pour se focaliser sur les questions très pratiques pour GBTA, en fait, la principale, c'était la reconnaissance mutuelle. J'en ai parlé tout à l'heure, sur les procédures sanitaires, sur les procédures de franchissement des frontières, sur le contrôle des voyageurs. C'est déjà compliqué à 27 au sein de l'Union européenne, mais au moins on se parle régulièrement. Puis on a une instance, la Commission européenne, qui est là pour défendre l'intérêt général, qui essaie de rassembler tout le monde. Le Royaume-Uni, maintenant, qui est aux portes de l'Europe, il agit de façon autonome. Donc il a fallu essayer de faire reconnaître pour chacun des États européens les procédures en vigueur au Royaume-Uni pour que les voyageurs britanniques puissent accéder aux 27 États et inversement s'assurer que le Royaume-Uni reconnaissait les procédures des différents États dans l'UE. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui encore, on parle du Royaume-Uni, mais c'est pareil avec les États-Unis en fait. Certains États européens
n'acceptent pas les voyageurs du Royaume-Uni ou des États-Unis sur leur territoire sans quarantaine, même Pays vaccinés. scandinaves, je crois, notamment. Tout à fait, c'est les Suédois en particulier, mais aussi les Néerlandais. Dans un cas, ils sont tout simplement pas les bienvenus, même vaccinés, parce qu'on considère que la pandémie est encore importante là-bas. Et puis dans un autre cas, on oblige à faire une quarantaine assez longue. Et donc voilà, ça c'est 2 exceptions en Europe. A contrario, la France et l'Allemagne, même quand les pays de l'Union européenne étaient sur liste rouge aux États-Unis et personne ne pouvait accéder au territoire, ont continué à accepter que les Américains viennent. Donc tout ça est très compliqué, fragmenté. Mais je pense que la crise a aussi permis d'avoir une approche un peu plus coordonnée sur ces sujets. D'accord, très bien. Alors, vous êtes revenu, vous voyez hein, que ça phagocyte quand même nos conversations, vous êtes revenu sur le Covid. Eh bien, restons-y un petit peu. Hein. Et qu'est-ce qui est souhaitable là, comme action européenne, je veux dire? Qu'est-ce qui est souhaitable? Vous allez me dire, je suis sûr, par exemple, que le pass sanitaire européen serve d'exemple au monde entier. Hein. Vous allez me dire quelque chose comme ça. Ça, vous aimeriez bien. Je sais que c'est un peu la position de GBTA. Hein. Ouais. Je la dis de façon schématique. Ça, c'est ce qui serait souhaitable. Mais qu'est-ce qui est probable, d'après vous? Qu'est-ce qui est réaliste? Dites-moi déjà ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable. Alors, dans le cas du pass sanitaire puis du Covid, évidemment, pour GBTA, qui est une industrie mondiale, l'intérêt, c'est d'avoir une réciprocité et d'avoir, au fond, une concurrence loyale au niveau mondial. Ça veut dire, si on peut demain s'entendre sur un pass mondial, ça serait idéal. Maintenant, il faut être un petit peu pragmatique, ça va être compliqué. Donc en étant un peu plus lucide, l'Union européenne a déjà conclu des accords de reconnaissance mutuelle et de réciprocité avec 16 États tiers, donc en dehors de l'UE. L'objectif, c'est de continuer ce travail, puis d'étendre cette coopération pour demain avoir un maximum d'accords qui permettent d'utiliser les mêmes outils en fait, pour circuler non seulement dans l'UE mais aussi en dehors. Donc ça c'est un objectif très clair pour GBTA. Et puis derrière, il y a aussi, même au sein de l'Europe, la question de l'harmonisation, je le mentionnais tout à l'heure, des politiques de test et de quarantaine. Ça, c'est pas encore harmonisé. On n'a que le pass sanitaire. Donc ça, c'est un objectif très précis aussi à faire au sein de l'Europe. S'assurer que tous les États, dans quelques mois, pratiquent les mêmes procédures et qu'on aille en Italie, en Lituanie, en Irlande ou en France, on ait de la visibilité. On n'a pas besoin de faire de tests sauf si on n'est pas vacciné. On n'a pas besoin de faire de quarantaine parce qu'on part du principe qu'on est vacciné. Alors, vous y croyez, ça va arriver. Là, on était dans le réalisable, là. Hein. On était plus seulement dans le souhaitable et le réaliste. Alors, oui, alors moi je pense que c'est possible. Comme je l'ai dit, la difficulté, c'est que la santé, c'est une compétence nationale. Et donc, en fait, il faut une vraie volonté politique de la part de tous les États de s'aligner sur ces sujets. Et là, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce que parfois, les États prennent des décisions pour des motifs politiques, parfois nationaux, qui ne sont pas forcément dans l'intérêt européen. Donc, moi, je suis raisonnablement optimiste sur ces questions-là. Et oui, je pense que sur l'harmonisation des politiques de tests et de quarantaine en Europe, on peut y arriver dans les prochains mois. Et sur l'extension des accords de reconnaissance mutuelle avec les États tiers, on peut vraiment progresser aussi dans les prochains mois. D'accord, mais vous me disiez aussi tout à l'heure, encore une fois, sur cette mécanique très particulière qui est celle de l'Europe, qui est unique au monde, vous me disiez que les questions de santé sont des questions nationales. Ouais. Est-ce que vous avez des relais au niveau des 27 États? On imagine que non, ou alors oui, enfin dites-nous. Alors oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner. La politique européenne se fait aussi dans les capitales. Et donc il faut avoir, je vous parlais des yeux et des oreilles, sur le terrain aussi, dans les capitales. Et évidemment, GBTA bénéficie d'un réseau d'associations nationales, notamment une antenne de GBTA en France, avec qui on collabore très régulièrement, qui nous permet d'être en contact avec les pouvoirs publics français. C'est pareil aux Pays-Bas, c'est pareil en Europe du Sud, en Italie par exemple. Et donc on travaille avec cette dizaine ou cette quinzaine de partenaires en Europe pour s'assurer que voilà, on ne travaille pas en vase clos uniquement à Bruxelles, mais qu'on est en prise avec les réalités du terrain dans chaque État et on fait passer les bons messages aussi au niveau national et local. D'accord, très bien. Bon, on va arrêter avec le Covid, on en a marre. Pour GBTA, oui. Quels sont les autres gros dossiers qui représentent des enjeux importants? Alors, c'est pas un mystère, mais aujourd'hui, à Bruxelles, tout le monde parle du pacte vert pour l'Europe.
Et alors ça, c'est le gros sujet pour tout le monde, tout simplement parce que ça va avoir des conséquences vraiment très directes sur tout un tas de secteurs d'activité. Le pacte vert pour l'Europe, en 2 mots, c'est à la fois une stratégie de transition écologique et une stratégie de croissance pour investir dans les renouvelables et se positionner comme un leader au niveau mondial dans ces technologies. Donc, peut-être juste 2 chiffres, l'Union européenne s'est fixé des objectifs, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité climatique, c'est-à-dire plus aucune émission par rapport au niveau de 1990 à 2050. Comment ça se traduit? Par tout un tas de réglementations qui impactent GBTA notamment. Le 14 juillet, la Commission a présenté un paquet. Là-dedans, il y a quoi? Il y a des nouvelles taxes sur le carbone. Il y a des nouveaux standards pour les carburants aériens. Il y a des nouvelles règles sur les énergies renouvelables. Il y a une nouvelle fiscalité sur les hydrocarbures. Tout ça, ça va avoir un impact sur le voyage d'affaires. Ça, ce sont des mesures annoncées le 14 juillet qui doivent être traduites dans la loi de chacun des pays membres. Tout à fait. Alors là, on en est à la première étape, c'est-à-dire que la Commission européenne a fait ses propositions. C'est un des plus gros paquets de ces dernières années. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 des propositions, donc c'est un travail considérable qui s'amorce. Et maintenant, ces propositions, elles sont sur la table du Parlement européen et du Conseil, donc des États. Il va falloir qu'ils négocient, qu'ils se mettent d'accord. Ça va être compliqué parce que c'est des sujets très sensibles, y compris politiquement. La question du coût de la transition écologique, y compris pour les ménages les plus pauvres. Et on s'attend à ce que dans 18 mois, au plus tôt, ils se mettent d'accord et que ces propositions deviennent applicables dans tous les États. D'accord. Et la position de GBTA sur ces dossiers-là? Tout à fait. Alors la position de GBTA sur ces dossiers-là. D'abord, GBTA, je pense, a conscience qu'il faut être un acteur de la transition écologique et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être conservateur ou en décalage sur ces sujets-là. Donc, il y a une volonté d'accompagner le mouvement. Comment ça se traduit? Je pense que le secteur est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des nouvelles règles et des nouvelles contraintes qui s'appliquent, pour qu'il y ait des carburants plus propres qui soient utilisés dans les avions, dont bénéficient les voyageurs de GBTA, qu'il y ait ce marché carbone qui fixe des règles un peu plus strictes pour le secteur de l'aviation, là aussi qui représente un surcoût, qu'il n'y ait plus d'avantages fiscaux. Aujourd'hui, par exemple, on n'avait pas de taxe sur les carburants aériens, ça c'est fini avec les nouvelles propositions. Là aussi, ça coûte plus cher. En gros, je pense qu'on est d'accord pour assumer ce surcoût, mais il faut que l'argent soit réinvesti dans le secteur et permettre d'accélérer la transition écologique. Il ne faut pas que ça soit à perte, il ne faut pas que ça soit simplement une charge. Et puis, toutes ces mesures, elles ne doivent pas se faire au détriment des voyageurs d'affaires, des citoyens en général, qui doivent pouvoir continuer à disposer de cette connectivité, de cette mobilité qui est si importante, surtout dans la période de reprise post-Covid. Voilà, se revoir en personne, voyager, avoir ce contact humain qui est si essentiel. Et donc GBTA veut accompagner le mouvement, mais est vigilant sur un certain nombre de points. Très bien. Alors, merci Charles, vous nous avez dit beaucoup de choses. Peut-être vous avez une chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé, mais je pense qu'on a été assez complet. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'on a été assez complet. On a pu discuter de tous les sujets chauds du moment à Bruxelles. Je pense qu'en effet, à part le Covid et puis la reprise économique, le gros sujet, ça va être le pacte vert. La façon dont on transcrit ces ambitions dans la réalité très concrète de tous les Européens pour en faire quelque chose de positif. Et donc, on n'a pas évoqué l'intermodalité, par exemple, qui va devenir essentielle dans le secteur du voyage d'affaires, mais évidemment, tout ça est lié. Donc, c'est une période qui est très stimulante, très intéressante, et on est ravis de pouvoir accompagner GBTA sur ces sujets. Alors, Charles, je vous remercie d'autant plus de cette interview que vous êtes spécialement venu de Bruxelles pour être sur notre plateau. C'est donc, on apprécie beaucoup. Vous êtes venu en train? Je suis venu en train, bien évidemment. Empreinte carbone faible. C'est ça. Vous êtes en cohérence, c'est très bien. Je vous en remercie d'autant plus. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, David, pour l'invitation et ça a été un plaisir.